Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football et à tous les fans du Real Madrid qui tombent cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour parler simplement des rumeurs mercato autour du futur milieu de terrain qui pourrait être recruté simplement cet été après le mondial des clubs. Ils ne pourront pas en recruter un avant parce que là, le principal chantier, c'est évidemment la défense avec Huysen qui est quasiment officiel. À l'heure où je vous parle, il est en train de passer sa visite médicale au Real Madrid. T'as Carreras aussi qui va pas tarder normalement à rejoindre le Real Madrid dès que le club sera mis d'accord avec Benfica pour faire baisser un peu l'indemnité de transfert qui est de 50 millions et quelques. Et Alexander Arnold devra arriver sous peu d'ici quelques jours, à la fin de la Première Ligue notamment avec Liverpool. Mais on a trois milieux de terrain aujourd'hui qui sont annoncés, à part les Nico Paz et toute la clique qui pourrait revenir avec son option de rachat au Real Madrid pour venir renforcer un secteur où il manque de la créativité. Un joueur qui pourrait être assez complémentaire avec ce qu'on a déjà. On a plus plutôt des marathoniens, des mecs un peu physiques, mais on n'a pas ce profil type Tony Kroos, ce type très technique qui pourrait vraiment faire des différences. Et aujourd'hui, les trois pistes sont là. Alors il y en a un qui est caché sous ma caméra, mais j'avais pas le choix avec le format bien sûr de Mediaporama et analyse tactique. C'est Reinders du Milan AC. Au milieu, vous avez Ezequiel Palacios qui joue à Leverkusen. Reinders, je l'ai pas dit, mais il joue au Milan AC et avec l'équipe des Pays-Bas pour ceux qui n'arrivent pas à situer. Ezequiel Palacios qui lui est argentin. Et à gauche, que vous connaissez peut-être beaucoup moins, le joueur de Stuttgart, Angelo Stiller, qui est vraiment très très intéressant, tout comme les deux autres, hein, mais qui ont des profils, on va dire, vraiment différents dans leur façon de faire, dans leur façon de se positionner et de traiter le ballon. Et vous allez voir que ces trois pistes qui sont vraiment ciblées par le Real, avec un ordre plus ou moins prioritaire évidemment, on parle actuellement de Reinders comme étant le favori actuellement de Alonso et du Real pour venir. Vous allez voir qu'on va analyser ensemble les trois profils dans un ordre particulier. Et je vous donnerai à la fin mon classement de celui que je privilégierais si j'étais le Real Madrid et les recruteurs de l'équipe, sur qui je mettrais les millions d'euros parce qu'ils visent tous entre 30 et 50 millions d'euros, ça dépend. Mais en tout cas, des profils jeunes, très intéressants, qu'on va analyser complètement. Et si jamais ce genre de vidéo là vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous en voulez d'autres sur des joueurs en particulier, des sujets en particulier sur le football. Et puis voilà, n'oubliez pas aussi de vous abonner, cocher la cloche, ça fait toujours plaisir. Alors, premier de la vidéo, Ezequiel Palacios. Alors pourquoi Ezequiel Palacios, je le mets en premier? Parce que déjà de base, il a joué sous les ordres de Xabi Alonso pendant 2 saisons, même 2 saisons et demie. Quelqu'un qui joue à Leverkusen et du coup en Europe depuis 5 ans maintenant, depuis le Covid, donc 2020, qui de base, à l'époque où il jouait à River Plate, était suivi par le Real. Mais il avait dit non au Real Madrid avec ses représentants, comme quoi il voulait un projet qui lui fait confiance, dans lequel il pourrait exploser et grimper les échelons. Qu'est-ce qui s'est passé depuis pour que le Real Madrid l'oublie entre guillemets pendant 5 ans? On a un joueur qui certes a gagné du galon, a commencé à jouer de plus en plus souvent, surtout à Leverkusen et encore plus sous Xabi Alonso, mais quelqu'un qui s'est un peu perdu, qui n'a pas explosé autant qu'on attendait. On voit quand même son profil avec ce diagramme intéressant qui est vraiment aujourd'hui plus axé sur le pourcentage de passes réussies, les pourcentages de passes clés, les passes progressives. Quelqu'un qui ne fait pas non plus énormément de courses, que ce soit pour défendre ou pour attaquer. Quelqu'un qui n'est pas non plus excellent dans les qualités défensives, qui ne va pas forcément tout le temps au duel pour les remporter. Quelqu'un qui est plus à l'aise avec le ballon que sans le ballon. Donc ça revient un petit peu à ce qu'on disait, de chercher un profil plus technique et plus créatif qu'un profil plus destructeur, plus là pour ratisser les ballons comme on peut déjà avoir avec les Valverde, les Tchouaméni ou les Camavinga par exemple. Quelqu'un qui a du mal à stater, ça c'est vrai, hein, c'est pas quelqu'un qui va se projeter beaucoup pour marquer des buts, c'est pas quelqu'un qui va beaucoup frapper au cage, c'est pas quelqu'un non plus, tu vois, qui va faire beaucoup de différence à ce niveau-là. Par contre, au niveau des passes, on voit qu'il est souvent dans le vert par rapport à l'ensemble des milieux européens. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, hein. En tout cas on le voit sur les statistiques, hein. Mais là où j'ai un peu plus de mal avec Palacios, moi c'est dans l'activité. C'est dans l'activité et aussi une news à prendre en compte que peut-être vous ne connaissez pas. C'est que là vous l'avez dans le coin droit, il n'a pas participé à tant de matchs que ça. Et en fait, parce qu'il a perdu sa place. Dans le système de Xabi Alonso,
qui joue de base avec deux numéros 6 et un joueur un peu plus haut qui peut accompagner Wirtz et un attaquant, ben en fait Palacios, il a vraiment perdu progressivement son importance. Il a joué 20 matchs cette saison, 23 matchs en Bundesliga, parce qu'il a été blessé déjà 3-4 fois en moyenne ces 3-4 dernières saisons. Et en plus, il a perdu ce rôle de joueur qui permet d'avoir une belle activité et en plus cette continuité. Et en plus, quand Xabi Alonso cette saison avait une équipe qui était un peu moins bonne, un peu moins dominatrice, et ben c'est là où ces profils-là se mettent le moins en évidence. Quand tu as le ballon, avec un profil plus technique, plus créatif, évidemment qui va se mettre à l'aise. Par contre, quand ton équipe est en difficulté, que là, tu as besoin de défendre, tu as besoin de multiplier les courses, tu as besoin vraiment d'être impactant, et ben si tu ne l'es pas, et que ton équipe coule à côté avec des joueurs qui sont plus récupérateurs, mais finalement qui n'y arrivent pas, et ben c'est là où malheureusement ta créativité, et ben elle va souffrir. Et Palacios, il a du mal à ne pas être mis dans sa zone de confort. Et en fait, c'est moi le problème que j'avais déjà remarqué l'an dernier, c'est que dès qu'il est déstabilisé, dès qu'on lui fait un gros pressing, dès qu'on le bouscule, il a du mal à mettre en place ses qualités, tu vois. Il se frustre assez vite, c'est quelqu'un qui va beaucoup faire de fautes aussi, malheureusement, parce que forcément, comme je t'ai dit, c'est pas le meilleur pour défendre. Et donc, quand il est mal couvert, ou quand simplement la couverture ne fonctionne plus, c'est là où toutes ses lacunes ressortent. Et malheureusement, il ne fait pas briller le jeu de son équipe par ses qualités derrière. Là où plus de contrôle fait quand même du bien, mais Palacios, pour moi, c'est pas le profil dont le Real Madrid aujourd'hui doit avoir besoin. Ou du moins, par rapport à ce qu'il a dans son activité, on a déjà ce qu'il faut, par rapport aux stats, on a déjà ce qu'il faut, dans la distribution, il apporte pas plus finalement que ce qu'on a déjà. Et pour moi, si tu recrutes quelqu'un qui ne t'apporte pas de plus-value, ça sert à rien. Profil numéro 2, Reijnders du Milan AC, qui lui par contre c'est particulier. J'ai vu que beaucoup de gens d'entre vous sur Twitter et les réseaux êtes vraiment à fond pour le signer. Dès que vous avez entendu Reijnders, alors je sais pas si on le prononce bien, mais Reijnders au Real Madrid, il y en a beaucoup qui ont dit qu'il était un crack, qu'il était énorme. C'est vrai que contre le Real, aux premières parties de saison, il a été très bon. Il nous avait éteint sur plusieurs phases de jeu, il a été très bon dans la tenue de balle, dans les crochets, dans la capacité à bonifier ses ballons et ses coéquipiers. C'est plus quelqu'un, tu vois, on le voit par rapport à son graphique à lui. Quand je remonte par rapport à Palacios qui lui est plus dans le côté passe, dans le côté gestion, par rapport à un Reijnders qui finalement fait un petit peu de tout, mais quelqu'un qui a un volume de course beaucoup plus important. Et en fait, il faut quand même comprendre que dans le 3-4-3, ou du moins dans le schéma tactique que va mettre en place Alonso, il va falloir courir. Donc quelqu'un qui a moins de volume de passe, ou du moins de course, pardon, par rapport à un autre, j'ai plutôt privilégié le mec qui est un peu complet et qui court qu'un mec qui est moins complet et qui court pas en plus de ça, tu vois. Et Reijnders, là où c'est important de le dire, c'est que, vous le voyez ici à droite, toutes les stats sont dans le vert. Par rapport, là c'est vraiment fait par rapport à tous les autres milieux de terrain des 5 grands championnats européens. Il est dans le vert partout, que ce soit pour marquer, se projeter ou être à la passe. On a un profil avec Reijnders qui est plutôt orienté comme un Jude Bellingham. Non pas dans l'aspect défensif, parce que Jude Bellingham c'est encore vraiment le cran au-dessus dans la tenue de balle, la projection, l'efficacité et surtout la générosité dans l'effort. Là on le voit quand même, hein, t'as quand même une grosse différence. Là Reijnders lui il est bien centré principalement de base sur la gauche du terrain. Pas trop dans l'axe et pas trop à droite, mais plus sur la gauche du terrain. Mais quelqu'un qui va quand même, soit dans un double pivot, soit avec un cran un peu plus haut, vraiment faire énormément de bien, que ce soit à la relance ou énormément de bien dans cette zone-là du terrain, c'est-à-dire dans les 30-40 derniers mètres de l'adversaire. Et aujourd'hui, je trouve par contre que Reijnders, même s'il a un profil qui techniquement peut être très bon, et en plus qui est capable de marquer, parce qu'il a planté 10 buts en Serie A, et je crois 15 buts toutes compètes confondues, c'est peut-être le milieu de terrain qui a marqué le plus de buts cette saison, je crois dans les 5 grands championnats européens, ou du moins un de ceux qui a marqué le plus, qui a 26 ans, coûterait 50 millions d'euros, qui a une maturité dans son jeu qui est intéressante, même s'il n'a pas sauvé le Milan AC du marasme, notamment en finale de Coupe d'Italie contre Bologne, et surtout la déception en Serie A sur toute la saison, parce que la faillite elle était trop collective, plus qu'individuelle, mais malgré ses bonnes performances à lui en tout cas. Mais c'est trop un profil à la Bellingham à mon sens. Et en fait, si tu mets un mec comme Bellingham, même s'il joue plus bas, ben j'ai peur que ça se marche dessus. J'ai peur que tout le monde essaie de trop se projeter justement sur le ballon. Même si normalement, s'il y en a un qui monte, l'autre il doit revenir en soutien, ou tu vois, revenir un peu défendre, prendre sa place et être intelligent. Moi j'ai peur que les deux finissent par se marcher dessus.
Parce que Bellingham, il aime bien le côté gauche, mais il aime bien aussi se projeter dans l'axe. Reinders, il est plus à gauche que dans l'axe, mais dans l'utilisation du ballon, le fait de réclamer, d'organiser un petit peu, j'ai un peu peur que tu vois, ça se marche dessus. Et dans l'influence, je préfère à ces postes-là avoir quelqu'un qui multiplie un peu plus les courses et du moins qui récupère plus de ballons. Parce que, ok, il court, surtout vers l'avant, mais par contre, dans les duels défensifs, c'est pas très bon. Et le problème de jouer en 3-5-2 ou 3-4-3, normalement, il te faut quelqu'un ici, même si t'auras Tchouaméni et Valverde ou l'un des deux, bah il te faut quand même quelqu'un qui sache défendre, tu vois. Et un petit peu comme Tony Kroos. Tony Kroos, tu vois, il était capable de défendre, il était capable d'attaquer, il était capable de distribuer avec un rôle plus reculé. Même s'il se projetait moins pour aller frapper dans la cage, il avait ce rôle un peu médian et bas pour défendre, pour relancer proprement, pour jouer sur le jeu long, sur le jeu court et calmer le tempo. Là où un Reinders, eh ben je le vois plus comme un Bellingham qu'un Tony Kroos. Et c'est ça le problème en fait. C'est pas vraiment ce qu'on a besoin au final. C'est quelqu'un de très bien, mais c'est pas forcément ce dont on a besoin. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais je pense que oui, si vous écoutez bien. Là où pour moi, la piste, à mon sens, qui serait la plus intéressante, bien que vous ne la connaissez pas pour certains, parce que vous ne suivez peut-être pas la Bundesliga, vous ne suivez peut-être pas plus que la Liga ou la Ligue 1 de votre équipe préférée, et c'est possible. On ne peut pas connaître tous les joueurs. Moi-même, je ne le connaissais pas avant le début de saison. C'est Coralie, que vous avez déjà vu notamment sur les podcasts Real Madrid avec Chronique Foot, Real France et moi-même, qui nous en a parlé, qui m'en a parlé aussi en privé et qui m'a vraiment affirmé que ce joueur-là était assez bon. Je l'ai vu tweeter plusieurs fois, je suis allé me renseigner dessus. Il a joué contre nous et franchement, il avait été très intéressant, même si on avait gagné ce match, il me semble. Mais après, je suis allé voir un peu plus dans le détail ses performances, son historique et ce qu'il est capable de faire sur le terrain. On a quand même un joueur qui est formé de base au Bayern Munich. Excusez-moi du peu. Il a gagné le championnat avec le Bayern Munich équipe 2, donc c'est l'équipe des jeunes. Il n'a pas réussi à briller parce qu'il était très très jeune au Bayern Munich, c'était quand même il y a 4-5 ans. De base, lui, il a 24 ans. Donc quand il a perdu son équipe première, c'était à 19 ans. Il n'avait pas sa place. Au milieu des Goretzka, des Kimmich qui étaient en pleine bourre et du milieu terrain impressionnant du Bayern, forcément qu'il devait partir, tu vois. Pour s'aguerrir, il a joué à Hoffenheim un petit peu dans une équipe qui a quand même brillé au niveau collectif. Et maintenant, il est à Stuttgart en étant un pilier. Et c'est quand même intéressant de voir que dans le graphique que je vous mets ici, parmi tous les joueurs de moins de 24-25 ans des top 5 championnats européens, il est premier dans plus de 15 statistiques. C'est une dinguerie. Une dinguerie. Il a seulement 2 ans de moins que les deux joueurs cités précédemment, mais il est premier partout, le mec. Il est premier partout. Alors évidemment, tu dis qu'il joue en Allemagne, donc c'est pas la même opposition, et que si tu compares des mecs de Première Ligue, de Liga, c'est pas pareil. Mais là, ça compte aussi globalement ses stats en Europe, donc en Ligue des Champions, avec une équipe de Stuttgart qui n'a pas dominé globalement ses matchs, hein, qui n'a pas été à la hauteur de l'événement, qui voilà, se faisait plomber par beaucoup d'équipes, même s'ils sont courageux, le football allemand tu connais, mais il a quand même performé à ce niveau-là. Et il y a plein de jeunes de moins de 24 ans qui jouent dans des championnats encore moins huppés, ou peut-être le même, et qui font pas les mêmes performances. Donc c'est quand même assez intéressant. Dans une équipe qui cette saison, ben, ne domine pas son championnat. Ils ont été milieu de tableau, Stuttgart, en Bundesliga. Donc même quand tu domines pas, que t'es pas dans une équipe gagnante, tu as des statistiques comme ça, pour moi ça veut tout dire. Et en fait, Angelo Stiller, c'est ce qui se rapproche le plus aujourd'hui d'un Tony Kroos par rapport aux cibles qu'on vise. Que ce soit dans le contrôle, le tempo, le jeu court, le jeu long, la précision, le calme sur les pressings, sa capacité à défendre, à attaquer surtout, etc. C'est impressionnant. Il a une complétion de passe qui est énorme. Il a toujours regardé ce graphique qui est extrêmement complet. Là où il y a peut-être un bémol, c'est sur le volume de course. Mais finalement, le volume de course le rapproche un peu de Tony Kroos. Parce que Tony Kroos, il n'avait pas besoin de giga courir partout. Il était bien positionné et il anticipait. Et c'est exactement le cas d'Angelo Stiller. D'où le fait que ses actions défensives sont un peu plus basses. Mais par contre, dans ses duels, il les gagne. Il court pas beaucoup, mais intelligemment. Et quand il va au duel, il les gagne. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc passe progressive, passe clé, etc. c'est important. Oui, il marque pas beaucoup. Il a marqué, je crois, que 1 ou 2 buts cette saison. Si je regarde bien, il a marqué combien de buts? Il a marqué 4 buts cette saison en 46 matchs, toutes compètes confondues. Et il a fait 9 passes décisives. C'est énorme. Je sais pas, non, mais je sais pas si vous en rendez compte quand même. Pour un mec qui joue ultra reculé,
et de manière intéressante et complémentaire avec ses coéquipiers, c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est pas mal. Dans une équipe comme Stuttgart, par rapport aux autres qui jouent au Milan, par rapport à l'autre qui joue à Leverkusen, qui était quand même le favori pour remporter plein de trophées, c'est quand même pas mal. Il y a quand même un élément de comparaison qui est important, parce qu'il joue dans le même championnat que Palacios, et pourtant, il le surclasse partout. Tu vois, c'est quand même intéressant. Et quand tu vois l'activité, il a une surdomination dans la partie moyenne du terrain, donc il se projette pas énormément pour aller frapper, et il revient pas non plus super bas pour revenir défendre, tu vois, pas plus que la surface globalement en moyenne, parce que il fait juste les courses qu'il faut. Tu vois, il peut aider sur le côté, là, comme on le voit, parce qu'il est positionné dans un double pivot pour venir compenser les montées de Mittelstadt, tu vois, par exemple. Et en fait, il va couvrir avec un bloc qui va toujours coulisser toute la largeur du terrain. Donc, mine de rien, il est super intelligent dans l'utilisation de son ballon et sans ballon. Et moi, je pense vraiment que ce joueur peut apporter énormément. Donc, d'où le fait que je vous ai fait la comparaison graphique. Et là, ce qui en ressort, c'est que le milieu de terrain le plus complet à tous les niveaux, en étant plus jeune, celui qui remporte le plus de duels, qui réalise le plus d'actions défensives, qui réalise pas le plus de courses progressives, mais les plus de courses progressives intelligentes, surtout avec les passes. Et ben, c'est bien Stiller, au-dessus de Rangers et au-dessus de Palacios. Et pour moi, c'est hyper intéressant d'avoir ces trois analyses faites de manière séparée puis conjointe pour comparer les résultats, parce qu'aujourd'hui, celui que tu sous-estimerais le plus parce que tu connais pas le nom et qui joue dans le club le moins bon, et ben c'est peut-être celui peut-être qui peut t'apporter cette lumière. Alors, est-ce que le Real Madrid va foncer sur Angelo Stiller par rapport à Rangers qui a du coup plus d'expérience, qui a peut-être plus de crédibilité entre guillemets au haut niveau entre la Ligue des Champions, la Serie A, qui a déjà remporté des trophées, qui sait ce que ça fait la concurrence aussi, etc. Je pense que le Real ira plus sur Rangers parce que Palacios ou sous Alonso, je le répète, il avait perdu sa place. Même s'il reste intéressant, il a beaucoup de blessures aussi par saison. Et ça peut plomber un peu aussi les plans du Real, hein, qui ne veut pas recruter des joueurs qui se blessent tout le temps. Et c'est normal, même si c'est faute à pas de chance. Donc aujourd'hui, à mon sens, Steelers numéro 1, Rangers numéro 2, Palacios numéro 3. Et je pense clairement que ça va se jouer entre Steelers et Rangers s'il y a vraiment une recrue qui sera faite au milieu de terrain. Donc on verra bien ce qui va se passer dans les prochains mercatos. Mais en tout cas, j'espère que mon analyse a été super complète pour vous, super intéressante. Et puis je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez des trois joueurs, qui il faut acheter, est-ce qu'il ne faut pas en acheter parmi ces trois-là, mais aller chercher plutôt un autre joueur qui vous convient plus, comme un Barella par exemple, hein, je dis ça au pif, mais vous pouvez me dire un autre qui vous convient. Et puis voilà, j'espère que mon travail comme d'habitude vous intéresse, vous plaît. Si c'est le cas, abonnez-vous, cochez la cloche, mettez le petit pouce bleu, mettez en tout cas un maximum de force dans les commentaires. On a passé les 100 000, mais l'objectif maintenant c'est d'aller chercher les 200 000. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les amis!